Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Si c'est pour la culture, on a déjà donné aujourd'hui à propos de Mark Zuckerberg avec Julien Lebotte qui publie aux éditions Actes Sud dans la série Dans la tête 2, dans la tête de Mark Zuckerberg. Julien Lebotte, dans votre livre, nous diffuserons plus tard, dans quelques semaines avec vous, une émission thématique plus substantielle sur ce livre, mais afin d'en donner le goût et une idée aux auditeurs, parmi les informations qu'on trouve dans votre livre, il y en a une qui est peut-être anecdotique, mais qui, je pense, frappera beaucoup de gens, c'est l'intérêt, peut-être même plus que l'intérêt que Mark Zuckerberg peut avoir pour les empereurs romains. Quelle qualité leur trouve-t-il et comment est-ce que vous décririez cet intérêt inattendu ? C'est un aspect absolument fascinant du personnage, qui a, à mon avis, été très largement sous-estimé. Et on en trouve d'ailleurs la marque de manière toute simple, c'est-à-dire que ces deux filles s'appellent Auguste et Maxima, avec une certaine idée, justement, je dirais, du destin qui leur est promis. Mais on a aussi un personnage qui, régulièrement, au gré d'interviews, fait mention, comme ça, de moments historiques qui sont liés à l'histoire de l'Empire romain. Et comme ça, j'ai en mémoire, parce que pour faire ce travail, je me suis amusé à faire un travail, pour le coup, presque d'algorithme, c'est-à-dire que j'ai utilisé une base de données, ça s'appelle les Zuckerberg Files, où en gros, depuis 2004, l'ensemble des déclarations publiques de Mark Zuckerberg sont compulsées par un ensemble d'étudiants qui ont dit « c'est pas possible de laisser ce type avoir autant de pouvoir sans qu'on sache ce qu'il raconte ». Et donc j'ai pris le temps de tout lire, ce qui m'a permis à la fois de voir des grands entretiens dans le New Yorker, des petites prises de parole dans des petits raouts, etc., etc. Et donc régulièrement, affleure comme ça cette question de l'Empire romain. Et ce qui m'a frappé, c'est un moment où, dans la période de crise, je dirais autour de 2018-2019, où il sent que là, maintenant, c'est fini, l'époque de candeur, l'optimisme, tout ça, c'est fini. Il dit, mais écoutez, vous êtes bien gentils, mais l'Empire romain, il a fallu quand même qu'on casse quelques œufs pour qu'on réussisse à bâtir un vrai projet civilisationnel. Et donc, je pense que chez lui, il y a cette idée selon laquelle les problèmes, je dirais conjoncturels, auxquels est exposé parfois Facebook, les scandales, ne sont peut-être que de petites choses et l'histoire donnera raison à ce visionnaire selon lequel il faut une plateforme comme Facebook qui centralise les communications humaines pour accélérer la communion des esprits sur les réseaux. Nicole Nesotto. Oui, on a l'impression que Mark Zuckerberg vient d'avoir très récemment une nouvelle heure de gloire, puisque dans la guerre en Ukraine, parmi les contre-sanctions que Poutine a prises contre les sanctions des Occidentaux, il y a l'interdiction d'accès au territoire russe de Mark Zuckerberg. Alors, moi, ça m'a quand même tout à fait étonné, parce que pour moi, c'est quand même quelqu'un d'un peu sombre, c'est une personnalité un peu douteuse sur le plan de la défense de la liberté, mais j'imagine que c'est au nom de la défense de la liberté qu'il est interdit en Russie ou pourquoi, à votre avis ? Julien Lebotte. Un des paradoxes, c'est qu'au fond, les solutions technologiques de Facebook Meta, c'est-à-dire Facebook, WhatsApp, Instagram, sont finalement assez peu utilisées par les Ukrainiens et les Russes. Mais Mark Zuckerberg, c'est un symbole. C'est une idée de la liberté d'expression, c'est une idée de l'Amérique. Et le projet informationnel, la matrice idéologique de Vladimir Poutine n'est pas du tout, je dirais, compatible avec celle de Mark Zuckerberg, ni d'ailleurs avec la nôtre. Mais ce qui est intéressant, c'est que Vladimir Poutine, autour des années 2010, a compris ce qui était en train de se jouer du point de vue de l'impact des réseaux sociaux sur les démocraties. Et d'ailleurs, sur l'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis, il a essayé de faire le coup qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il a, avec finalement assez peu de moyens, à Saint-Pétersbourg, créé un institut, l'Institute of Research Agency, quelque chose comme ça, et puis quelques trolls payés, comme on dit, ont fabriqué comme ça des campagnes et animé des pages ayant vocation à soutenir le candidat Trump et donc à décrédibiliser la candidature de Clinton à grand renfort donc de désinformation. Donc je pense qu'en creux, il y a la reconnaissance du fait que ces plateformes qui laissent circuler de l'information, je dirais un peu n'importe comment, ne sont pas les bienvenues. Et c'est la raison pour laquelle un ensemble de lois, d'abord, ont été passées pour réguler l'Internet russe depuis les années 2010, voire même à créer une espèce un peu à la chinoise de cyberespace, je dirais, plus étroitement contrôlé que ne l'est l'espace informationnel européen ou américain. Et d'autre part, il y a des solutions en fait russes qui sont utilisées par les internautes sur place. Marc-Olivier Padis.
Oui, la question que je voulais vous poser, c'est sur, finalement, aujourd'hui, Facebook, c'est essentiellement un support publicitaire. Et en tant qu'usager, on est exposé de plus en plus à des publicités et de moins en moins à des contenus produits par les usagers, comme c'était censé être la promesse initiale. Et il semble que, en fait, ce que valorise Facebook dans la sélection des contenus qui sont mis en avant, c'est ce qu'ils appellent l'engagement, c'est-à-dire qui est un mélange de temps passé dans le réseau social et de contribution au contenu. Et donc, c'est une espèce d'addition ou de moyenne de ces deux choses qui font le profil de l'usager idéal selon Facebook. C'est quelqu'un qui contribue beaucoup et qui passe beaucoup de temps sur les réseaux. Et la question que je voulais vous poser, c'est finalement, quel est l'effet de distorsion produit par cette valorisation de l'engagement qui est une décision souveraine de Facebook. Les usagers n'ont pas été consultés pour savoir si c'était ça qu'il fallait considérer comme le bon usage du réseau. Donc, quel est l'effet produit par cette valorisation de l'engagement ? Julien Lebotte. C'est un savoureux paradoxe que d'appeler ça d'ailleurs l'engagement. C'est-à-dire que l'engagement, selon Facebook, c'est le fait alors au départ de mettre un like, le pouce, on a vu ce pouce apparaître et qui s'est d'ailleurs répandu sur tout un tas d'autres plateformes. Hein. Facebook n'a pas le monopole du pouce ou du like aujourd'hui. Et qui s'est transformé même en variété de pouces. Puis vous avez le petit cœur, le petit câlin. Enfin, j'ai pas envie de décrire toute la variété des types d'engagement auxquels on a le droit sur ce genre de plateforme. Mais je dirais l'un des impacts forts et l'un des effets de ce genre d'engagement, c'est qu'au fond, on demande aux internautes et aux usagers de faire remonter les contenus, c'est-à-dire les posts. Quand je dis contenu, c'est pour dire ça peut être du texte, ça peut être de la photo, ça peut être de la vidéo. Les contenus qui les font le plus réagir presque physiquement. C'est-à-dire qu'on vient chercher vos tripes, peut-être plus que votre esprit. On vient vous demander de célébrer plutôt que de prendre le temps de penser ou d'écrire ou de commenter. C'est l'idée selon laquelle, au fond, il faut aller chercher ce qui nous capte le plus l'attention au service, comme vous le disiez très bien, d'un modèle économique et celui d'une régie. Je sais que c'est pas sexy de dire ça comme ça, mais Facebook, c'est la quintessence de ce que TF1 a voulu faire. C'est-à-dire, c'est du temps de cerveau disponible. Et donc, on a en fait une vision de l'engagement qui est moins celui du fait d'essayer de contribuer à la structuration d'un espace informationnel conçu comme un commun et pour lequel chacun serait soigneux et vigilant pour préserver une bonne conversation. C'est l'inverse de l'esprit public, quoi. C'est-à-dire qu'on est là pour se dire que plus il y a de hurrah de... Oui, voilà, pardon. Plus il y a de barouf, plus c'est bon. Et donc voilà, on a aujourd'hui un effet de distorsion qui est qu'au fond, on entend des cris, des colères, des halalis au lieu de converser, de discuter. Et donc, évidemment, à partir du moment où on s'informe, ou en tout cas une partie non négligeable de nos concitoyens s'informe via des réseaux sociaux, forcément, ils ne voient plus que des cris d'orfraie et ils ne distinguent plus les informations, les signaux faibles et les arguments qui pourraient permettre tout simplement de délibérer. Lucille Schmid. Oui, dans votre livre, vous nous décrivez très bien comment Mark Zuckerberg est un as du codage et un geek et une personne qui adore la technologie et que par ailleurs, il adore aussi la psychologie. Sa mère est psychiatre. Et est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu de quelle façon, je dirais, de quelle manière alchimique les choses ont fonctionné sur Facebook autour de ce lien entre technologie et puis évolution de nos sociétés. Est-ce que vous pensez que Mark Zuckerberg est capable de devenir quelqu'un de plus empathique ? Au fond, ce qu'on peut lui reprocher quand on le voit, c'est qu'on le trouve très peu empathique. On a l'impression que quand on lui donne des arguments d'organisation sociale, il ne comprend pas, ou il répond d'une manière par 1-2, comme un codeur. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous pensez qu'il a une capacité d'évolution empathique ? Je pense qu'il a changé. Par contre, oui, vous avez raison, c'est un esprit macro, c'est un esprit théorique. Il aime bien pouvoir, il l'a dit d'ailleurs très souvent, c'est-à-dire qu'un certain nombre de problèmes politiques doivent pouvoir se résoudre sous la forme d'équations quasiment. Et donc, c'est d'ailleurs là l'un des conflits quelque part avec le fonctionnement de nos sociétés et puis avec nos démocraties. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne résout pas la complexité, on ne discute pas, on ne délibère pas à partir de 0 et de 1. Alors bien sûr, moi j'utilise énormément Internet, il ne s'agit pas de dire que Internet c'est l'antithèse de la démocratie. Mais Facebook n'est pas Internet et la vision macro qui est celle depuis le début de Mark Zuckerberg n'est pas celle qui permet d'entretenir une conversation encore une fois. Et donc oui, très jeune,
il a été encouragé par ses parents et il a investi de son temps sur le fait de trouver des mécanismes qui permettaient de susciter, comme on le disait tout à l'heure, de l'engagement, de l'interaction, de se dire, au fond, on peut trouver une façon d'enrichir l'être humain. C'est presque en soi un détour transhumaniste. On peut enrichir l'être humain à partir de la technologie, on peut l'augmenter et lui permettre, par exemple, quand il est sur une plateforme, de retrouver plus facilement des musiques qui sont concordantes avec ses goûts, de retrouver ou d'identifier des gens qui partagent les mêmes goûts. Et c'est vrai que les médias mainstream souvent parlent je dirais des choses grand public. C'est l'idée presque au départ de celle d'Internet, qui est de permettre à des micro-communautés de se regrouper. Bon, lui, au fond, il dit on va encore accélérer ce grand mouvement de décentralisation, mais le paradoxe, c'est en le recentralisant sur Facebook. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, quelque part, Facebook incarne et rassemble à la fois peut-être le pire et le meilleur de la conversation humaine, mais sans doute en raison de son modèle économique et de cette histoire d'engagement, ce qu'on voit beaucoup, ce qui est le plus visible, c'est sans doute le pire. Alors, Mark Zuckerberg n'a pas essayé de racheter Twitter à ma connaissance, et de toute façon, il avait bien à faire, et fort à faire avec sa plateforme. Et d'autre part, Twitter n'est pas une entreprise aussi rentable que Facebook. Quand il a choisi de racheter Instagram ou WhatsApp, il sentait que d'un point de vue grand public, parce qu'il cible quelque part un grand public, Twitter, au fond, c'est pour les junkies de la politique, quoi. Sur Twitter, vous avez des hommes politiques, des journalistes, des gens de la com, et puis des gens qui ont un agenda politique, qui sont peut-être des activistes, mais voilà, sur Facebook, vous avez Pépé, Mémé, Tonton, Tata, vous avez tout le monde. Non, c'est vrai, je veux dire, on le voit bien d'ailleurs quand on se promène sur Facebook, c'est totalement baroque, hein, voilà. Quant à Elon Musk, c'est un personnage très intéressant parce que je pense que le rapprocher de Mark Zuckerberg ne fonctionne pas vraiment. C'est-à-dire qu'au départ, ils ont peut-être des parentés vaguement libertariennes, mais je dirais que Mark Zuckerberg est quand même beaucoup plus proche du camp démocrate depuis le début. Je raconte dans le livre comment, sur un certain nombre de combats de société, il est très clairement, je dirais, aligné avec une vision Barack Obama ou Clinton de l'avenir des États-Unis, là où, au contraire, Elon Musk est beaucoup plus proche de Trump. Et donc, l'idée de Elon Musk, quelque part derrière son offre publique de rachat de Twitter, pour d'ailleurs le sortir du Nasdaq et en faire une entreprise purement privée qui n'est pas attaquable en bourse, c'est de faire quelque part un réseau social vraiment libertarien, où il y a le moins de régulation possible, où tout est dissible, parce que effectivement sur Twitter, on voit bien Donald Trump, après le Capitole, après avoir dit que l'élection lui avait été volée, Twitter lui a coupé le sifflet, ou plutôt le compte Twitter. Et donc, il se trouve que l'un des comptes Twitter les plus suivis après celui de Donald Trump, c'est Elon Musk, qui, comme il le dit régulièrement sur Twitter, est un absolutiste du free speech. Julien Lebotte, comment a évolué l'attitude des politiques à l'égard de réseaux comme Facebook et d'ailleurs comme l'ensemble des propriétés de Mark Zuckerberg ? J'ai envie de vous répondre en partant de l'actualité. Donc hier, on est vendredi, je ne sais plus quel jour, mais hier, en tout cas, Barack Obama était à Stanford. Et Barack Obama, il incarne dans sa trajectoire une transformation de notre regard à tous, et notamment du monde politique, vis-à-vis de ses acteurs. Donc, pour sa première élection, Barack Obama n'a pas eu peur même de s'appuyer sur un des cofondateurs de Facebook, Chris Hughes, pour structurer sa campagne et recruter des électeurs qui se sentaient peu concernés par la chose publique, qui ne suivaient pas les infos sur CNN et se sont dit, au fond, grâce à Facebook, grâce aussi à Internet, on va réussir à transformer de la politique. Et puis, avec le temps, Barack Obama donc, a fait ses 2 mandats, a vu ce qui s'est passé avec Donald Trump, est aujourd'hui en train de mesurer le fait que les aspects, je dirais, négatifs, les effets, comme on dit parfois, de bord de ces plateformes sont aujourd'hui problématiques pour nos sociétés. On ne peut pas considérer que ces plateformes sont responsables des maux de nos démocraties ou des doutes que nous traversons. En revanche, elles sont en partie des facteurs d'amplification et elles ne sont pas, en tout cas, des solutions technologiques qui contribuent, je dirais, à une conversation publique éclairée, non biaisée et susceptible de nous permettre de surmonter les challenges, les défis auxquels on est confronté. Donc, aujourd'hui, on a un monde politique qui est passé, je dirais, de la candeur et de l'acceptation que, quelque part, comme ils n'y comprenaient rien, on pouvait les laisser faire, on régulait pas trop, à aujourd'hui une envie quand même de très sérieusement réguler tout ça. Et on voit bien en Europe, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a eu le
il y a eu le Digital Market Act, puis aujourd'hui probablement le Digital Service Act qui s'intéresse à la question de la structuration du marché et également au contenu de ce qui est proposé aux utilisateurs. Et aux États-Unis, il y a aussi cette discussion qui est un peu bloquée par, je dirais, la polarisation politique, mais il y a cette discussion en cours autour de la régulation de ces acteurs, y compris aux États-Unis. Julien Lebotte, merci. Nous poursuivrons donc prochainement avec vous notre descente dans la tête de Mark Zuckerberg, qui est le titre du livre que vous publiez dans la collection Dans la tête 2 aux éditions Actes Sud. Merci. Merci.